Du coup, j'ai une grande responsabilité maintenant et des grandes attentes parce qu'en effet, on voit quelque chose d'assez familier jusqu'à maintenant. En tout cas, voilà, on a des formulaires qu'on va remplir, etc. Donc, l'idée, c'est de vous présenter encore un peu deux petites choses par rapport à contexte. La première, c'est déjà d'ouvrir un petit peu la base de données. Bon, je suis un informaticien, j'aime bien les bases de données. Celle-là, elle est un peu particulière dans le contexte, donc je propose que je l'ouvre. En plus, elle est très visuelle et assez impressionnante, donc ce sera assez chouette, vous verrez. Euh, Après, je vais être un peu plus barbant, je vais vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on va éditer ces formulaires, etc. Mais bon, ça reste quand même assez important, donc c'est quand même bien que je vous le présente un petit peu. Et surtout, après, ce que je vais vous présenter, c'est quel est le lien avec RIC dans tout ça. Parce que bon, là, on remplit des formulaires, mais est-ce qu'on fait vraiment du RIC? Bon, on va essayer de regarder un petit peu tout ça. Donc, je vais tout de suite commencer par la base de données. Donc, il y a une base de données un petit peu particulière. C'est une base de données qu'on appelle orientée graphe. Donc, les bases de données un peu classiques, normalement, on est dans des tableaux, dans les tableaux dans lesquels on peut faire des liens entre certains tableaux, mais ça a quand même un petit peu ses limites. Ici, on a une base de données graphe. Alors, je vais écrire une requête un petit peu compliquée, mais on s'en fiche. Et oh, je vais avoir les données de William. Donc, hop, je vais les mettre un peu plus grandes. Hop, puis on va dézoomer un peu. Ouh, ah oui, William a bien travaillé. Bon, il a vraiment beaucoup préparé de choses pour cette présentation. Donc là, on voit, on a beaucoup de petits nœuds qui ont des liens entre eux. On voit que certains nœuds ont des couleurs un petit peu différentes. En orange, on voit qu'on a des record resources, donc c'est plutôt les unités de description que William a pu rentrer. On va avoir en vert plutôt les lieux. En bleu, on va avoir des agents. En rose, on va avoir des instantiations. Ah, tiens, super. Bon, ce graphe-là, c'est un petit peu compliqué à comprendre, en tout cas comme ça au premier abord. Ce que je propose, c'est qu'on va regarder un exemple très concret. Je pense que c'est mieux, comme ça vous allez voir un petit peu plus ce dont je parle. Euh, Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment c'est représenté, comment on représente par exemple une hiérarchie. Parce que là, c'est quelque chose qu'on connaît bien, dont on a bien l'habitude avec IsaG. Comment est-ce qu'on va représenter ça avec des graphes? Alors, je vais reprendre l'exemple de William. Donc, juste, hop, on va juste regarder un tout petit coup sa hiérarchie pour être bien sûr de comprendre ce qu'il a fait. Alors, on voit qu'ici, on va regarder ce niveau-là. Donc, on a les archives institutionnelles qui sont à l'intérieur de la République de la mémoire oubliée, dans lequel on va avoir plusieurs fonds. Alors, du coup, je vais de nouveau aller dans ma base de données, je vais de nouveau faire une petite requête, hop, qui va aller chercher uniquement ces informations-là. Et ah, voilà, du coup, hop, on a juste ces informations-là. Donc là, on est juste avec ces quelques petits niveaux hiérarchiques. Alors, bon, il nous les présente de manière un petit peu bizarre. On n'est plus habitué parce que cette fois, c'est plus un tableau, c'est un graphe. Donc, on va devoir essayer de mettre un petit peu d'ordre dans tout ça pour comprendre un petit peu comment est-ce que tout ça fonctionne. Donc, on va avoir, on a dit quoi? Tout en haut, la République de la mémoire oubliée, c'est le premier nœud. Donc, hop, je vais le mettre tout en haut aussi, là, comme ça, on va essayer de comprendre un petit peu. On va avoir cette République de la mémoire oubliée dans lequel, on voit qu'il y a des liens. Un premier lien ici qui dit que il a une propriété, ce lien. Donc en fait, quand on met deux nœuds ensemble, on fait aussi un lien entre eux, puis on donne une valeur à ce lien. Donc par exemple, ici, on dit que il est inclus dedans quelque chose. D'accord. Donc les archives privées, on voit qu'il y a une direction à la flèche. Elles sont incluses dans la République de la mémoire oubliée. Puis on voit qu'il y a un deuxième nœud qui a aussi un lien directement avec la République de la mémoire oubliée, donc les archives institutionnelles, qui sont également incluses dans cette République de la mémoire oubliée. On voit qu'entre les deux, il y a aussi un lien, parce que c'est vrai qu'en fait, quand on a une hiérarchie, il n'y a pas juste des liens de filiation, il y a aussi des liens d'ordre entre les éléments au sein d'un même niveau d'hierarchie. Donc par exemple, pour dire que les archives institutionnelles arrivent avant les archives privées, il faut bien aussi pouvoir le définir. Donc on fait un lien entre les deux en disant que les archives privées suivent les archives institutionnelles. Mais du coup, je dis n'importe quoi tout à l'heure. En fait, c'est l'inverse. C'est les archives institutionnelles qui sont suivies des archives privées. Donc là, on est plutôt dans ce sens-là. Puis là, on retrouve encore nos autres petits liens, donc les niveaux en dessous sur les archives institutionnelles, qui ont également un ordre. Donc on va essayer de trouver la première. On voit que c'est la collection, suivie par une autre qui sont les élections. Donc là, je remets un petit peu d'ordre dans mon graphe, parce que bon, c'est pas la manière la plus simple de représenter les choses, mais comme on verra, ça peut avoir des avantages. Et là, on voit, du coup, il y a une inclusion et une suite. Voilà, on commence à faire un peu d'ordre. Hop, voilà. Là, on commence à avoir quelque chose de propre qu'on comprend de nouveau un peu. Donc, on a justement quelque chose qui représente notre hiérarchie, mais justement avec un graphe, avec des nœuds, avec des liens entre ces nœuds-là. Donc, voilà un petit peu ce que Context fait de manière très différente par rapport à d'autres AIS. C'est vraiment utiliser justement des nœuds, des liens entre ces nœuds pour représenter ces données. Et donc là, on ouvre la porte justement vers RICO, qui est justement un modèle qui se base aussi sur ces mêmes concepts-là. Et on verra après, justement, il y a un lien direct entre Contexte et RICO. Alors maintenant que j'ai un petit peu déblayé, on va dire, bon voilà, on a des nœuds, on a des liens qui vont avoir des propriétés, on va essayer de regarder de nouveau un petit peu l'ensemble.
parce que c'est quand même assez intéressant de voir cet ensemble. Puis, il y a des choses qu'on voit là-dessus qu'on ne verrait pas forcément en regardant notre structure hiérarchique très classique. Donc, par exemple, si je viens zoomer ici, on voit que là, il y a un nœud bleu qui est entouré de beaucoup de nœuds orange. Bon, alors, je zoome un petit peu, on va regarder. Ah, c'est le nœud, alors est-ce qu'on arrive à lire? Oui, Jonathan Leclerc, OK. Du coup, qui a un rôle d'origination, donc qui a un rôle de producteur, apparemment sur toutes ces affaires-là. Donc on voit justement, bah, il y a toutes ces affaires-là. Puis en fait, on voit que c'est surtout des affaires qui sont en lien avec son propre dossier ou son propre fonds. Donc du coup, bon, pas grande surprise de ce côté-là. Bah, voilà, il a beaucoup travaillé sur son propre fonds. Mais on voit par exemple qu'il y a un lien là, j'en vois un ici, qui a l'air de partir quand même assez loin. Donc on va aller regarder ce que c'est. Donc là, hop, je traverse tout mon graphe. Donc on voit que c'est pas du tout au même endroit, sûrement dans la hiérarchie. Hop, donc là, on voit que le lien amène ici, en fait, du coup, à la charte. Ah bah, c'est la charte dont nous parlait William tout à l'heure, en effet. Donc on voit que, en fait, Jonathan Leclerc, on voyait bien entre ses nœuds avec ses propres choses, a un lien avec sa charte. Donc là, justement, on découvre un petit peu des choses grâce à ces données liées qu'on n'aurait pas forcément vues au premier abord. On les voit aussi, hein, parce que de toute manière, on peut aussi aller regarder, bon, en cliquant sur la notice d'autorité, voir toutes les données en lien. Mais là, on voit aussi qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui sont très proches en lien parce qu'en fait, c'est tout un fond, et quelque chose qui est un petit peu plus éloigné dans le graphe, qui est justement la charte constitutionnelle. Puis maintenant, si je regarde un petit peu plus autour de cette charte constitutionnelle, on voit que justement, il y a plusieurs nœuds roses qui gravitent un petit peu autour de ça. Bon, il y a beaucoup de nœuds, donc désolé, c'est un petit peu fouillis, mais j'espère que vous comprendrez l'idée. Par exemple, on voit ici que la charte constitutionnelle a le fameux parchemin original de 1830, qui est une de ses instanciations. Et on a d'autres, donc le microfilm qu'on va retrouver ici. Hop, on va avoir quoi? On va avoir ici la représentation en marbre, bah, c'est justement celle que William nous a montré tout à l'heure et a créée, et également une copie numérique photographique. Puis à chaque fois, on voit que ces instanciations, elles ont des liens vers des lieux. Donc cette instanciation-là, par exemple, en particulier, la copie numérique, elle est mise dans les dépôts des archives numériques, qui lui-même a un lien vers un autre nœud, qui sont les archives nationales de la République, donc qu'on retrouve avec ça. Voilà un petit peu l'idée, c'était de vous montrer que bah, William a écrit des choses dans des formulaires, mais au final, ce que ça génère à la fin derrière, c'est quand même, ça reste des données liées. Donc on commence déjà à changer justement un petit peu de paradigme, on va dire, de manière de penser. Et pour l'instant, on fait des choses qui restent très classiques, mais ça ouvre aussi la porte un petit peu au possible, justement, de créer des liens qu'on aurait pu plus difficilement créer avec des choses relativement classiques. Ce qui conclut un petit peu ma première partie, la partie la plus colorée. Malheureusement, maintenant, on va retourner un peu plus avec du noir-blanc, mais le noir-blanc, c'est bien, c'est sobre, ça marche aussi bien. Donc, sur ce fameux panneau d'administration dont William n'a pas trop le droit d'y toucher, mais il a quand même touché. Donc, l'idée un petit peu générale, non, c'est que on peut faire beaucoup de choses avec contexte. Contexte est très flexible, vous allez le voir justement avec ces principes de formulaire. Contexte reste aussi très fortement normé, ce qui est très important pour nous, hein, c'est qu'on peut faire beaucoup de choses, mais dans la norme. Et on peut rajouter presque tout, mais tant qu'il y a une norme, votre norme, hein, potentiellement, dans le sens que vous pouvez aussi, vu que c'est des données liées, les étendre, vos normes, utiliser d'autres normes qui existent que RICO, etc. Mais pour l'instant, plutôt dans la norme, plutôt dans ce qui existe déjà. Donc, c'est de nouveau des formats un petit peu plus techniques, comme a montré William. Donc, nous, bah voilà, l'idée, c'est que de toute manière, ces formulaires, c'est pas forcément des choses auxquelles on va toucher tous les jours, hein. L'idée, c'est vraiment, bah voilà, on va peut-être les réévaluer tous les quelques mois au début, puis après, toutes les quelques années, et on va plus forcément y toucher une fois qu'on a nos formulaires qui sont bien établis, qui fonctionnent bien par rapport à notre pratique archivistique, on va ne plus trop les toucher. Mais voilà, ils existent, ils sont directement intégrés dans le contexte. Donc là, je vais en ouvrir un. Pour l'instant, on en a créé un justement pour ces records. Alors, on a ce format un petit peu technique qui est du format JSON. On verra, c'est relativement simple quand même à utiliser. L'idée, c'est que ce soit plutôt soit DocuTeam, soit un super utilisateur chez vous qui s'en charge. Pas forcément n'importe quel archiviste doit pouvoir venir toucher à ce formulaire-là. Ça reste quand même un peu quelque chose d'un petit peu technique avec lequel on peut faire des bêtises, hein. Un formulaire, on sait que c'est toujours un peu dangereux. Si on enlève un champ, qu'est-ce qui se passe? Voilà, il y a des choses, des questions qui peuvent un petit peu se poser. Euh, donc voilà, l'idée, c'est que maintenant, je vous présente un petit peu ce formulaire, quelles sont les possibilités. C'est une liste voilà, de possibilités qu'on a. Et après, je reviens un petit peu plutôt sur l'aspect, qu'est-ce que tout ça a en lien avec RIC? Donc, on a un formulaire. Si je reprends peut-être quand même, je vais l'ouvrir en même temps à côté, comme ça, hop,
vais l'ouvrir 2 fois, comme ça on va pouvoir passer de l'un à l'autre, comme ça on va pouvoir aussi, hop, revoir ce que nous montrait William tout à l'heure. Donc, hop, on va reprendre les documents. Tac. Moi, je vais tout de suite commencer dans le formulaire, hein. C'est beaucoup plus intéressant au final, ce code JSON. Et je vais vous remontrer après, mais en fait, qu'est-ce que ça voulait dire dans le reste. Donc, on voit qu'on retrouve un petit peu les champs avec lesquels William a joué tout à l'heure. Donc, on va avoir des champs. Alors, à chaque fois, ces champs vont avoir une propriété. C'est là, on va revenir dessus après, c'est ce qui fait le lien avec la norme. Et ensuite, c'est un champ qu'on peut justement un petit peu moduler par rapport à nos besoins. Donc, par exemple, ici, on va avoir le champ de la cote. On va devoir définir un type de ce champ. Donc, un type un peu compliqué. Là, on a un type spécifique pour les cotes. C'est vrai que les cotes, c'est quand même souvent un truc qui est un peu compliqué. On a pouvoir envie d'être un peu flexible et en même temps de bien les remplir. Donc, on va avoir un champ particulier pour les cotes. Mais peut-être si je descends un petit peu sur des champs plus classiques, donc par exemple le titre ou l'intitulé, on voit que le champ est un champ qu'on appelle input, donc qui est juste un champ de texte tout simple. On va avoir d'autres types de champs, des champs de texte plus longs, des types de champs comme par exemple les dates. D'ailleurs, je peux vous montrer un petit peu les possibilités. Hop, on a ici une liste complète de tous les champs qui sont possibles. Donc, on voit qu'il y a plein de manières différentes de pouvoir saisir les données. Mais donc, l'idée, c'est un petit peu, vous, en fonction de vos besoins, si par exemple, il y a un champ qui est plutôt très normé chez vous et que vous voulez vraiment qu'on choisisse parmi une liste de valeurs, eh ben, on peut le mettre en tant que liste de valeurs. Si c'est un champ qui est un peu plus libre, on a souvent quand même envie de pouvoir entrer du texte, on peut aussi que ce soit un champ de texte, alors qu'on parle toujours de la même chose. Donc, par exemple, ici, le champ que je trouve intéressant, c'est par exemple le niveau de description, parce que du coup, c'est quelque chose qui peut un petit peu changer. On a plutôt envie de rester dans une liste pour les niveaux de description. On n'a pas envie de pouvoir rentrer n'importe quoi. Et du coup, on a ce type qui s'appelle Combo Box, qui en fait est une liste de choix qu'on va justement définir dans cet autre menu que William nous a montré, où là, on a la liste de tous les champs, de tous les niveaux de description qu'on va vouloir utiliser. Et on va pouvoir en définir des nouveaux, rajouter d'autres, adapter un petit peu aux besoins les différentes choses. On va avoir d'autres propriétés sur chacun de ces champs qui vont pouvoir nous être utiles aussi. Donc, on voit ici qu'on a aussi d'autres propriétés, comme par exemple le fait qu'un champ est requis ou non. Donc, ça, c'est justement aussi quelque chose que vous pouvez choisir, dire ce champ, maintenant, pour la saisie, on est obligé de le remplir parce que c'est un champ qui est obligatoire chez nous dans ce formulaire-là. Parce que oui, on peut créer plusieurs formulaires. Du coup, on pourrait tout à fait dire, voilà, pour ce fond-là, pour cette partie de nos archives, on va les décrire avec des champs qui sont obligatoires. On a un deuxième formulaire pour autre chose où là, ce n'est pas les mêmes champs qui sont obligatoires, où il y a des choses un petit peu différentes et des présentations un petit peu différentes. On va aussi pouvoir aller dans des choses comme par exemple la répétition de certains champs. L'avantage des données liées, c'est qu'en fait, on peut faire autant de nœuds et autant de liens qu'on veut avec. Donc, si tout d'un coup, on a envie on a beaucoup d'anciennes cotes, on va sans problème pouvoir en rentrer plein. Et ça va à chaque fois nous permettre de répéter ce champ-là autant qu'on veut. Après, il faut toujours essayer de rester un petit peu avoir plusieurs niveaux de description, on pourrait l'avoir, mais est-ce que ça a vraiment du sens intellectuellement? Bon, c'est là où justement avec les formulaires, on a des grands pouvoirs, mais des grandes responsabilités, bien sûr. On peut aussi mettre des champs en lecture seule. Des choses aussi intéressantes, c'est qu'on peut commencer à faire des limitations sur les champs. Je ne vais pas rentrer forcément dans les détails, mais on peut mettre des limitations un peu techniques dessus. Par exemple, un champ de titre, on n'aimerait pas qu'il fasse plus que 20 caractères, parce qu'on aimerait mettre une limite là-dessus. Et du coup, ça, on peut le faire directement dans ces formulaires-là. Donc, il y a des limitations. On peut introduire en fait des limitations techniques au travers de ces formulaires-là qui peuvent être adaptés aux besoins spécifiques de l'archive directement depuis l'interface de contexte. C'est vraiment ça un petit peu la force de cet outil-là, c'est qu'il y a vraiment une grande flexibilité par rapport à ça. Donc, maintenant, on a vu un petit peu, voilà, on a des formulaires qu'on a, donc on voit ici qu'en fait, on a aussi justement pour les agents, pour les concepts, pour les instantiations. Donc, c'est tout ce qui est décrit dans Sirius de contexte, pardon. On peut créer des champs avec les mêmes idées. Mais au final, ce qui nous manque encore, la toute dernière brique qui nous manque, c'est le lien avec les normes, en fait. Parce que du coup, maintenant, on remplit des champs, mais ce qu'on aimerait quand même, c'est que ces champs donnent quelque chose dans la norme. Et c'est là où je vais essayer de prendre deux exemples un peu concrets pour vous montrer un petit peu qu'est-ce que ça fait quand je rentre une information dans un des champs. Donc, on voit qu'en fait, ici, on a une liste des champs qui sont possibles. Donc là, pour l'instant, c'est une liste que nous, on a définie, qu'on utilise principalement, nous, à l'interne, qui est déjà du RICO. Donc, par exemple, si je viens ici et que je regarde le champ de commentaires, ici, le champ de notes, on voit en fait que ce champ, il va avoir
des liens avec d'autres normes. Donc là, on retrouve de l'ISAG, en effet, parce qu'il y a un lien direct entre ISAG et ce champ-là, c'est le 6.1. On voit qu'il y a un mapping vers de l'EAD. Et il y a aussi des triples. Donc justement, ces données liées avec ces trois choses, donc je vais montrer un exemple juste après, mais qui fait du coup le lien avec RICO. Et du coup, ce qui fait que quand on rentre quelque chose dans ce champ notes, ça va nous donner à la fin un triple qu'on va pouvoir utiliser. Donc là, hop, je vais repasser sur les slides. Tac, et les remettre en plein écran. Hop. Et du coup, je vais montrer au travers de deux exemples concrets. Hop. Donc, hop. Donc là, je remplis mon champ des notes. Donc, ça va me donner un triple. Bon, représentation pas forcément facile à comprendre. Si on la transforme de nouveau avec nos histoires de petites bulles et de petits nœuds et de petits liens, donc là, on va avoir un premier nœud qui est notre record, donc la chose qu'on a décrit. Il va y avoir un lien vers quelque chose qui est dans RICO. Donc là, on est directement dans la norme RICO qui dit que c'est une note descriptive. Et ensuite, une valeur littérale qui est juste un champ de texte qui dit, bah voilà, cette notice est en cours d'élaboration. Donc ça, c'est un peu l'exemple le plus simple parce qu'il y a on va créer en remplissant un champ, un seul nœud et un lien vers autre chose. Maintenant, si on essaie de prendre un exemple un petit peu plus compliqué, un champ de date, par exemple. Donc là, je remplis ma date, 1780, 1er janvier. OK. Alors là, on voit déjà, ça me rend plus de triples. Il y en a déjà 4 maintenant. Donc je remplis un seul champ et en échange, en RICO, ça va se représenter avec 4 nouveaux nœuds. Donc hop, on retrouve de nouveau notre record resource qu'on a au début. Il va y avoir un deuxième nœud qui va être créé juste pour la date, parce qu'en fait, on va vouloir rattacher des informations là dans RICO avec ce nœud-là. Donc on voit que le lien entre les deux, c'est une propriété de RICO qui dit que c'est la date de début. Ce nœud-là est d'un type qui est d'un type de date. Ah, du coup, on a plus d'informations. Bah, du coup, avant, c'était juste un nœud. Maintenant, on sait que c'est un nœud qui est en fait une date. Cette date a une catégorie spécifique qui est la date de début. Et pour finir, qu'est-ce qui nous manque? Bah, la valeur. Et donc, on a aussi une valeur qui va être donnée là-dedans. Donc, du coup, on remplit un formulaire et ça nous donne ces 4 informations-là en RICO. Ça, on le retrouve à plusieurs endroits dans Contexte. Donc, justement, on a ces listes de champs. Donc, par exemple, ici, si je rouvre mon champ de date, hop, on va avoir ici les triples qui vont être générés quand je remplis ce champ-là, avec des triples particuliers. Et si, par exemple, je prends un autre type de date qui est la date de début, la date de fin, donc là, on va voir qu'on va avoir aussi des triples, mais qui vont pas forcément être les mêmes. Donc justement, on voit qu'ici, en fait, avant, j'avais une date de début, maintenant j'ai une date de fin, j'ai une catégorie qui est différente. Il y a des triples qui sont les mêmes, parce que avant j'avais bien une date et maintenant la valeur aussi. Du coup, tout ça pour dire qu'au final, on remplit des formulaires qu'on lie avec des champs qui eux-mêmes sont liés avec les normes. Et en fait, c'est un petit peu ça vraiment l'idée de Contexte, c'est qu'on a un petit peu ces champs qui sont comme des briques de Lego qu'on va pouvoir réutiliser, qui pour l'instant sont des normes très en lien avec RIC. On voit qu'il y a aussi les liens encore avec de l'ISAG, donc on retombe encore sur des choses existantes parce que pour l'instant, il y a des choses qui se représentent aussi tout à fait bien en ISAG. Et petit à petit, eh ben, on va rajouter des briques de Lego qu'on va pouvoir utiliser dans nos formulaires avec des choses de plus en plus complexes qui vont permettre justement petit à petit de faire une transition vers RIC. C'est un petit peu ça l'idée générale qu'on a. Juste pour montrer un tout petit exemple avec le lien excédent. Donc en fait, d'ici, directement depuis là, je peux aller. Alors j'ai 2-3 formats d'exportation, des formats d'exportation natifs, mais également des formats d'exportation qu'on connaît déjà mieux. Donc par exemple ici de l'EAD. Bon, personne n'a envie de lire de l'EAD, mais il est là. Donc là, vu qu'on a fait le lien et que pour l'instant tous les champs qu'on a utilisés ont un lien vers l'EAD, eh ben on a en effet de l'EAD valide qui est généré. Et également en RIC. Et du coup, là, on a directement les données liées. Alors bon, c'est un petit peu plus dur à lire, mais on pourrait sans problème les diffuser quelque part et les interroger parce que c'est compatible avec la norme RIC. Et c'est un petit peu ça vraiment l'idée derrière Contexte, c'est d'être très flexible au niveau des formulaires, de vraiment rendre la saisie la plus intuitive et la plus simple et en même temps la plus modulable possible, mais en même temps de se baser sur des normes pour pouvoir toujours justement rattacher, exporter, sortir et aussi potentiellement diffuser ces données à l'extérieur avec les histoires de données liées. Voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer. J'espère que l'effet wow a été un petit peu là. Je peux sans problème remontrer le graphe si jamais qui donne toujours plus envie.
Par rapport au graphe, c'est possible d'ordonner tout ça en mettant des distanciations, en mettant des filtres, par exemple. Alors, le graphe qu'on monte là, en fait, c'est vraiment la base de données qui est utilisée. Ouais. Donc, du coup, c'est pas exactement du RICO, c'en est relativement proche, mais c'est pas exactement du RICO. Et donc, dans l'idée, en fait, c'est que nous, on va aussi essayer de développer a posteriori aussi des outils de visualisation, parce que justement, le grand intérêt d'avoir RICO, c'est justement d'avoir des graphes. Donc, ce sera pas exactement cette visualisation-là, mais oui, du coup, il y aura des outils avec des graphes, avec justement, bah, si possible, le plus de choses qu'on a avec des graphes, donc typiquement, justement, des manières de les trier de manière, justement, par rapport à leur centralité ou des distances, etc. Ouais. J'ai cru que c'était de validation. Non, malheureusement, pas encore. Ouais, c'est vraiment la base de données elle-même, celle-là. Ouais.